Bonjour, bienvenue sur le premier cours du cours 605B, développement web côté client. Aujourd'hui, le sujet que j'aborde, c'est l'expérience utilisateur, principe et pratique. Donc, c'est quoi la définition? Différents principes. Le modèle à 5 plans, qui vient d'un auteur qui l'a créé, on va en parler un petit peu, et différentes pratiques. Avec des définitions, expérience utilisateur, c'est un ensemble de perceptions et des interactions qui résultent de l'utilisation d'un produit ou d'une ressource informatique. J'ai mis en rouge le mot perception. C'est vraiment, perception, ça vient de la personne qui utilise votre produit. Sa perception est influencée par votre produit. Vous ne la contrôlez pas nécessairement. On essaie qu'elle soit le meilleur possible. C'est pas toujours le cas. C'est vraiment, ça vient de l'utilisateur ici, l'expérience utilisateur. Recouvre la façon dont un site web ou une application est perçue, encore le même mot, et ressenti par ses utilisateurs en fonction de ses qualités ergonomiques de navigation et de contenu. Très important, c'est l'utilisateur qui est au centre, ça le dit dans les termes, expérience utilisateur. Il y a deux volets. Il y a un volet qui est plus de recherche, qualitative, quantitative. On regarde qu'est-ce que les gens font avec notre application, ou qu'est-ce qu'ils voudraient faire avec des applications, par exemple, concurrentes, ou en ce moment, c'est quoi leur tâche qu'on veut automatiser. On les observe, on mesure différentes choses. Par exemple, taux de rebond, taux de conversion, taux de rétention, c'est des métriques qu'on utilise pour vérifier qu'est-ce qui se passe sur notre site. Taux de rebond, c'est les gens qui arrivent sur votre site ou votre application et qui restent vraiment pas longtemps, ils ne visitent pas d'autres pages et on perd leur trace. On appelle ça un taux de rebond, puis seulement c'est calculé avec des outils comme par exemple Google Analytics. Adobe en fait un aussi qui s'appelait ça Catalyst, mais je ne me souviens pas c'est quoi le nouveau nom, ça a été acheté. Ici, de conversion, c'est on veut que l'utilisateur arrive sur notre application, notre site, et il fasse quelque chose. Par exemple, s'inscrire à l'infolettre. Si on les amène, dans le fond, à ça, on peut vérifier notre conversion. Okay, les gens qui sont arrivés sur notre site, qui ont reçu telle publicité ou quoi que ce soit, il y a 50% qui se sont inscrits à l'infolettre. Donc, on a un taux de conversion de 50%. C'est ça qu'on veut ici. La rétention, mais après 3 mois, ça peut être calculé de différentes façons. Mais après 3 mois, est-ce qu'ils reviennent? Est-ce des statistiques qui peuvent nous aider à améliorer notre site? Ça, c'est l'aspect recherche. Consulter, c'est consulter des gens. Ensuite de ça, on va embarquer dans la partie conception. C'est plus votre travail ici. Faire des maquettes filaires, des wireframes. Utiliser des personnages qui représentent un petit peu un utilisateur typique. Essayer de développer une architecture de l'information aussi. Comment je vais structurer mon information dans mon application. La navigation, l'arborescence, ainsi de suite, c'est des choses que vous avez déjà fait au cours précédent. C'est vraiment un domaine en entier qu'on fait vraiment survoler ici. Donc, si vous avez un gros site, il va falloir vraiment décider qu'est-ce qui va dans chacune des sections. Je suis allé sur un site de mon ancien employeur, qui est dans le fond Desjardins, c'est une entreprise qui s'appelle La Personnelle pour l'assurance de groupe. Et on voit ici qu'ils ont rassemblé les informations de leur site en différentes rubriques. Tout ce qui est assurance, tout ce qui est réclamation, c'est quand j'ai eu un sinistre, l'espace client. Ensuite de ça, l'assurance, mais l'assurance auto, l'assurance habitation, l'assurance entreprise, récréatif, on peut assurer nos animaux aussi, ainsi de suite. Ça, encore là, je pourrais aller dans auto, puis probablement qu'il y aurait d'autres sous-sections ici. Et puis, dans cette section, regardez ici, beaucoup d'autres éléments. Avec ça, on ne fait pas ça sur le coin d'une table. Il faut vraiment, il y a beaucoup de réflexion qui est faite, il y a beaucoup d'essais aussi. Gardez en tête que c'est des aspects de l'architecture de l'information. Faire des cartes de l'expérience utilisateur, des cartes de l'empathie, c'est des choses que je veux juste survoler, qui existent. Du parcours de l'utilisateur, c'est peut-être lui qui vous intéresse le plus en
tant que développeur. Un petit exemple ici, un parcours client, parcours utilisateur. On voit qu'il y a différents canaux ici. Catalogue mobile, email, SMS, réseaux sociaux. Et il y a différentes étapes dans la vie du client. Donc, au début, il va faire sa recherche, il va peut-être se promener sur différents canaux. Si comparaison des sites, vous l'avez déjà fait, vous voulez acheter quelque chose, vous comparez les sites. Il peut avoir un catalogue, mais c'est de moins en moins le cas. Recherche sur le web, peut-être avec son téléphone, ainsi de suite. Il se promène, il se promène, il se promène. Puis au final, il va utiliser votre outil. Donc, si on veut vraiment maximiser l'expérience utilisateur, il faut vraiment comprendre c'est quoi le parcours typique d'un client. Ça, c'est un exemple. Pour les deux autres, l'expérience utilisateur et l'empathie, je vous invite à regarder en ligne. Il y a vraiment beaucoup d'exemples ici. Je ne sais pas nécessairement dans le cadre du cours. Sachez juste que c'est vraiment des domaines à part entière. On peut se créer des scénarios aussi, ce que l'utilisateur peut faire dans les sites web, dans l'application, et aussi des user stories. Donc, ces user stories, vous allez utiliser ça souvent, on va faire de l'agile. Je suis un utilisateur, je veux faire quelque chose. En tant que X, c'est ça, c'est cette formule. En tant que X, je veux faire Y pour la raison Z. On les écrit, ça nous permet de savoir qu'est-ce qui va se passer dans notre application. Ici, deux volets, recherche et conception, c'est ça qui est important de voir. UX comprend différents aspects. Ici, on a l'ergonomie du site, l'accessibilité, c'est ce qu'on va parler beaucoup dans notre cours 05B. La stratégie, le marketing, c'est tous des aspects ici. Par exemple, si vous faites des fausses promesses dans votre marketing, l'expérience utilisateur ne va vraiment pas être bonne. C'est la personne va arriver sur votre site et pas dans un bon état. Ça arrive, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais sur Facebook, il y a beaucoup d'annonces de jeux, de petits jeux. Puis ça m'est déjà arrivé, ça a l'air intéressant ce jeu-là. Je clique dessus, je l'installe ou sur mon téléphone, peu importe. Je regarde, puis c'est pas du tout les mêmes graphiques que le jeu sur lequel j'ai cliqué. Ça, c'est un problème. Ce qu'on fait, on efface tout de suite l'application. On a une mauvaise opinion de cette compagnie. Le graphisme, perception. UI versus UX, UI User Interface, interface utilisateur versus User Experience, expérience utilisateur. Le UI, c'est vraiment ce que l'utilisateur voit. Parce que l'expérience utilisateur, c'est vraiment global, c'est une approche plus holistique, au fond, de tout. De comment il se sent quand il l'utilise, comment il se sentait quand son besoin est émané d'utiliser votre application, comment il se sent après. Si on regarde l'iceberg, mais en haut, ce serait le UI, puis le total, ce serait vraiment l'expérience utilisateur, ce serait beaucoup d'aspects qui sont cachés en dessous de là. L'exemple de l'ascenseur, mais quand vous utilisez un ascenseur, le UI, c'est votre bouton en haut, en bas. Une fois que vous êtes dans l'ascenseur, vous choisissez l'étage. Mais l'expérience utilisateur, c'est combien de temps ça prend, par exemple, à se promener. Est-ce que ça pue dans l'ascenseur? Est-ce que les boutons sont à la bonne hauteur, par exemple? Si les boutons sont trop hauts, mais les gens de petite taille, mais peut-être avoir de la difficulté à leur appuyer, c'est vraiment une expérience au complet. Est-ce qu'il fait du bruit, l'ascenseur? Ici, juste un petit exemple de pour montrer que ça ne se passe pas toujours comme on veut. On fait un design, on fait un chemin. Finalement, l'utilisateur, c'est pas nécessairement ce chemin-là qu'il va prendre. Ici, est-ce qu'il aurait fallu faire vraiment pas de l'asphalte, mais du carrelage dans le chemin que l'utilisateur veut prendre? Il y a des coûts supplémentaires aussi, il faut se poser la question. Ce que je peux vous montrer. Même chose pour ça. On a 3 bols de chat, on pense que ça va bien se passer, puis finalement, les utilisateurs, c'est pas du tout ce qui est prévu. Vous n'avez pas le contrôle nécessairement de comment l'utilisateur va utiliser votre produit. Un cas classique
L'amélioration de l'expérience utilisateur, c'est la carte du métro de Londres que vous avez à gauche, initiale, en 1921. Et en 1933, c'est vraiment, si vous êtes à Montréal ou à New York, maintenant, toutes les cartes ressemblent à celles que vous avez à droite. C'est pas vrai que votre métro, par exemple ici, il va aller en ligne droite tout le long, mais pour les besoins de la carte, c'est pas important pour l'utilisateur qui est dans le métro de savoir que on suit une courbe ou quoi que ce soit. L'important, c'est qu'il sache à quelle station arriver et que visuellement, ça soit très facile de savoir où je suis à un moment X, où je m'en vais. Mais plus vous utilisez la représentation de la carte n'est pas la représentation du monde réel. Elle est suffisante pour les besoins qu'on a. Alors qu'ici, à gauche, on voulait vraiment représenter euh, le chemin qui était parcouru par le métro. Finalement, on fait juste complexifier un petit peu la carte. Les grands principes de l'expérience utilisateur, c'est d'être simple. L'intelligibilité, c'est que ce soit compréhensible. On va y revenir quand on va parler d'accessibilité, mais c'est important que vos utilisateurs comprennent le contenu, comment utiliser votre application. Ça a des limites. C'est pas nécessairement évident. Par exemple, dans le travail 1, on fait un cube Rubik. Quelqu'un qui a des déficiences intellectuelles, qui ne comprendra pas c'est quoi le but du site, quelque chose comme ça. Alors, on essaie le plus possible d'aider les gens. On va revenir quand on parle d'accessibilité. Euh, c'est vraiment une cible. C'est une cible qui est toujours en mouvement. On l'atteindra. La stabilité et fiabilité. Quand vous utilisez une application ou un site web qui n'est pas stable, ça ne vous rend pas très heureux. Dépendant du type de site. Si c'est un site, par exemple, si c'est le site du gouvernement du Canada, puis vous n'avez pas le choix d'utiliser, mais vous allez l'utiliser quand même. Si c'est le site d'une compagnie qui a des concurrents, bien, vous allez passer au prochain appel. Vous allez passer sécurité est très important. C'est un sujet qui va être récurrent dans votre cheminement aussi. Et dans votre carrière, encore là, sécurité, c'est un aspect super important, mais plus il y a de sécurité, mais plus l'utilisation du logiciel peut devenir complexe. L'exemple classique, c'est le CAPTCHA. Dans le fond, ici. CAPTCHA. Montrer différentes images. Là, vous en avez différents types. C'est comme pour prouver qu'on est un humain. Ça amène une certaine sécurité à votre site, mais ça diminue l'expérience utilisateur. Donc ici, quelqu'un qui a de la difficulté à voir, et je vais cliquer dessus, à le voir. Vous voyez que ce n'est pas nécessairement facile de voir les lettres. Il y en a des bien pires que ça. Toutefois, il y a un bouton pour l'entendre. Quelqu'un qui aurait de la misère à le faire, il pourrait cliquer sur le bouton pour l'entendre et pour le rentrer ici. Ça augmente la sécurité de votre site parce que vous ne pouvez pas vous faire attaquer, en fait, du moins plus difficilement avec les attaques de données de service, mais ça crée une mauvaise expérience utilisateur. Il faut choisir entre les deux. La sécurité peut avoir un aspect positif aussi. Si les gens se sentent en sécurité, ils vont être plus enclins à partager leur information et à utiliser votre application. Flexibilité, mais avoir l'air, avoir un site dans le fond qui est crédible. Les gens vont vous faire confiance. Par exemple, quand j'ai fait l'énoncé du TP, je ne l'avez peut-être pas regardé encore, mais quand je pousse mes données à mon serveur, vous allez pousser vos données à mon serveur, mais vos données sont en clair. Parce que je n'ai pas acheté de certificat pour sécuriser mes données. C'est qu'entre vous et moi, quand vous allez pousser vos données, mais n'importe qui sur le réseau pourrait les lire. Mais ça, c'est pas bon pour la crédibilité. Habituellement, ce qu'on veut, il y a plusieurs aspects. Il faut avoir une marque, mais vous avez le petit cadenas en haut ici. Déjà là, ça augmente la crédibilité. Encore là, on pourra y revenir plus tard. Mais c'est pas parce que vous êtes en HTTPS que votre site n'est pas frauduleux. Quelqu'un pourrait avoir un certificat d'une autre façon. La vitesse de votre site, on parle d'ascenseur, mais trop vite, c'est pas bon. Pas assez vite, c'est pas bon non plus. Quand je vais sur un site, c'est long, par exemple,
Léa hier, on est mardi, mais Léa, je trouvais que c'était très lent hier. La patience a été mise à rude épreuve. Quand je clique sur un bouton, si ça prend un certain temps de chargement, l'expérience utilisateur en souffre. Et l'utilité, le but de votre application ou de votre site, c'est d'avoir une utilité. On essaie de viser ça. Différents principes, une expérience utilisateur est un événement, un moment et un endroit. Votre utilisateur, quand il va utiliser votre application, il est à quelque part, vous ne savez pas ce qu'il fait. Ben, vous savez ce qu'il fait, vous ne savez pas il est où. Vous savez le moment où il est en train de le faire. Pourquoi ça pourrait avoir des impacts? Parce qu'on se dit, ah, mais mon application est facile à utiliser. OK, est-ce qu'elle est facile à utiliser quand j'ai un bébé dans un bras et que je le fais de l'autre main? Est-ce que c'est possible de l'utiliser comme ça? Il faut penser à ces choses-là. Est-ce que quelqu'un qui va utiliser votre application le soir, dans une pièce sombre, qui est éclairée par son écran, va avoir une aussi bonne expérience utilisateur que quelqu'un qui est dans une salle éclairée de jour ou au contraire, quelqu'un qui est sur son téléphone, puis qu'il n'y a plus de batterie, puis que toutes les couleurs est en mode économie de batterie, qu'est-ce qui va se passer? C'est juste qu'il faut réfléchir. Je vous dis, c'est vraiment complexe. On ne peut pas, surtout pas dans un petit cours comme ça, couvrir tout ça. Il faut garder ça en tête que c'est des. Chaque utilisateur va utiliser votre site dans un contexte particulier, différent de ce que vous avez. Toujours l'expérience utilisateur, effectivement. Il y a toujours un utilisateur qui expérimente votre site. Ce qui est le plus important, probablement, dans ces principes-là, c'est que vous n'êtes pas un utilisateur. Et j'ai tendance à l'oublier, moi aussi. Je fais des applications encore de temps en temps. On fait l'application, ça va être simple, j'ai juste à cliquer là, 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 là. Il y a quelqu'un qui arrive sur votre application, mais ça ne fait pas 40 heures qu'il travaille dessus. Il faut que ça soit intuitif dès le départ. Peut-être qu'il va faire des choses que vous n'auriez pas réfléchi. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester avec des vrais utilisateurs qui n'ont pas de connaissance de l'application. Vous le développez, puis même si même si ce n'est pas vous qui développez le programme, vous ne pouvez pas vous considérer comme un utilisateur standard parce que vous êtes des programmeurs. Vous avez beaucoup plus de connaissances au niveau technologique que la personne moyenne. Faites attention à ça. Votre application est en compétition avec tout. Surtout à partir du moment qu'on fait du mobile, mais quand je suis en mobile, peut-être que les enfants pleurent ou peut-être que le téléphone a sonné pendant que je suis en train d'utiliser votre application. C'est toujours la compétition. C'est facile de sortir, dans le fond, de ne pas compléter ce qu'on voulait que l'utilisateur fasse. Le fameux taux de conversion initial. Ça, c'est des choses que vous ne contrôlez pas nécessairement. Il faut garder en tête que plus votre application, l'expérience utilisateur va être bonne, mais moins il va y avoir de friction par rapport à ce qui se passe en dehors de votre contrôle. L'utilisateur s'engage sur un parcours, c'est le parcours utilisateur que j'ai montré tout à l'heure. Faire preuve d'empathie, on essaie de regrouper tout le monde, de faire l'application qui est le plus inclusive possible, essayer de comprendre aussi nos utilisateurs. J'ai fait une application il y a quelques années pour vérifier des commandes dans un entrepôt chaque matin. C'est utilisé à chaque matin par un magasin. Ils vérifient leur commande. Mais ça m'est déjà arrivé de livrer quelque chose qui n'était pas lié à la commande, mais ça a eu un impact sur ce projet-là. Ça fait en sorte qu'ils ne pouvaient plus vérifier leur commande. À ce moment-là, il faut que je sois empathique. Un, c'est de ma faute, c'est moi qui ai fait l'erreur. Mais eux, c'est leur travail. S'ils n'ont pas cet outil-là pour vérifier les commandes le matin, ça va leur prendre, au lieu de prendre 30 minutes, ça va leur prendre 8 heures à vérifier la commande. Donc, vous voyez que la personne n'est peut-être pas dans le même état d'esprit que moi, le programmeur, qui pense que c'est pas super, je vais te régler ça, c'est pas long. Juste faire preuve d'empathie, essayer de se mettre dans la place de l'autre. C'est un modèle à 5 plans, je n'embarquerai pas beaucoup dedans, juste pour montrer dans le fond que il y a une certaine structure pour développer une application ou un site web. On parle d'une certaine stratégie. Qu'est-ce qu'on veut faire? On énumère dans le fond, en fait,
c'est quoi notre but. Après ça, on énumère qu'est-ce que ça va représenter, la structure, comment on va le faire. Sur le squelette, on voit que ça ressemble plus à un wireframe. Et ici, la surface, c'est ce que l'utilisateur va voir, va expérimenter au final. Je l'ai mis ici. C'est vraiment plus pour de l'information personnelle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse. Comme il n'y a pas d'examen dans le cadre du cours, je ne poserai pas de questions là-dessus. Ici, on voit qu'en bas, objectif du site, besoin d'utilisateur, c'est quelque chose qu'on a besoin au début. Après ça, spécification fonctionnelle, qu'est-ce que le site va faire ou l'application va faire. Discrimination du contenu, comment je vais le séparer. Architecture d'information, c'est ce que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure dans le site de Desjardins. Design d'interaction, comment l'utilisateur va interagir avec le site. On voit que tranquillement, on s'en va vers en haut, qui est le design visuel. Pratique, limiter le nombre de choix. Trop de choix, augmentation du temps de réponse et risque d'abandon. Ça, c'est vrai, même si vous êtes un vendeur, vous vendez des TV, mais on essaie souvent de limiter à 2-3 choix en fonction du client. Plus il y a de choix, de boutons possibles ou de trucs, moins votre utilisateur, plus votre utilisateur a des chances de dire ah, finalement, ça ne me tente pas de faire ça. On essaie de réfléchir à ça. Parler le langage de l'utilisateur. S'il va sur un site de développeur, mais on s'entend que la personne qui arrive sur votre site, c'est un développeur. Donc, c'est correct, vous pouvez lui parler comme en tant que développeur. Il faut utiliser un langage qui est quand même simple aussi. C'est pas nécessairement tout le monde qui connaît. Je vais vous montrer des exemples de façon d'expérience utilisateur. Il ne faut pas considérer que ce que vous savez, vous, tout le monde le sait. De parler, sa langue, elle, l'utilisateur final. Favoriser le connu, les icônes. On va en faire dans le, je pense dans le travail 2, il y a le travail 3. On va faire des icônes. On va utiliser des icônes. Habituellement, une poubelle, mais c'est pour jeter quelque chose. Ça fait du sens. Ça ressemble à un objet de la vie courante. Puis, dans la majorité des applications, quand j'ai une poubelle, ça me permet de faire un delete ou un supprimer, quelque chose comme ça. On va utiliser des icônes qui existent déjà, qui ont déjà été utilisées dans d'autres contextes qui veulent dire la même chose. Quand on veut créer des nouvelles icônes pour certaines choses, il faut vraiment se poser la question, est-ce que l'utilisateur va connaître? Par exemple, je pense que je vais faire la même chose dans le travail 2. Je voudrais mettre au hasard des caractéristiques. Moi, j'avais demandé de mettre une icône d'un dé de 20 pour ceux qui jouent à Donjon Dragon. Un dé de 20, un dé à 20 faces. Dodécaèdre, quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas c'est quoi le nom du terme. C'est un dé à 20 faces, c'est tout des triangles dessus. Pour moi, ça faisait du sens que il y a un dé, on pèse sur ce bouton-là, puis ça met au hasard les caractéristiques. Pour quelqu'un d'autre, ça ne fait pas de sens. Des fois, les icônes, il faut rajouter un petit texte à côté, si c'est pas nécessairement assez clair. L'emplacement des éléments aussi. Barre de recherche, ça va en haut à droite. Le logo de votre site, habituellement, il s'en va à gauche. Des choses qu'on va regarder régulièrement. Le bas de la page, absolument, vous avez de l'information sur l'entreprise ou les différents liens qui sont moins utiles fréquemment. On change pas ça fonctionne bien, on laisse ces informations-là aux endroits. Par exemple, ici, j'ai quitté. Habituellement, l'authentification, c'est en haut à droite. Donc, je vous dis, ici, il n'y a pas de. Ah, je peux aller sur un autre site. Ici. Habituellement, le changement de la langue, c'est soit en haut à droite ou ça peut être en bas complètement de la page. Ici, on voit le footer, il y a des choses, les informations sur l'entreprise qui sont là. Cette information-là, c'est souvent là aussi, le copyright. Il faut avoir une bonne raison pour ne pas mettre les éléments à la place qui est habituelle, qui est utilisée dans ce cas-ci. Même chose, les interactions aussi, cliquer, glisser, déposer. Si je fais ça ici,
sur une application, puis au lieu de le prendre et l'emmener à quelque part d'autre, l'élément, ça l'efface. C'est pas normal, c'est pas supposé de faire ça. Du moins, la majorité de vos utilisateurs vont s'attendre à quand je clique sur quelque chose et je tiens et je glisse, je suis supposé pouvoir le déplacer. Même chose pour faire un agrandissement avec l'index et le pouce. Mettre les éléments importants en haut ou à gauche. Pourquoi? Parce qu'on fait la lecture en F. Mettons en F, je vais vous montrer ici. C'est pas vraiment un F, mais vous voyez que c'est une certaine similitude avec la lettre F. Pour voir ça ici, ce qu'ils appellent des heat maps, dans le fond, ils mettent des caméras et ils filment les yeux de la personne pendant qu'elle utilise votre application. Je vais voir ici. C'est un petit peu plus bas. Et vous, sans le vouloir, vous le faites probablement vous aussi. Quand on arrive sur un site, je regarde rapidement. Par exemple, si vous arrivez sur Stack Overflow, mais bon, souvent vous allez rouler, vous ne regardez pas la question nécessairement, vous allez regarder les réponses. Moi, c'est ce que je fais. On voit que ce qui est rouge ici, c'est vraiment où est-ce que l'utilisateur s'est attardé le plus longtemps. Ça fait une certaine forme. On voit qu'il ne regarde pas ce qui est en bas ici. Ici, il y a du blanc, c'est normal qu'il ne le regarde pas non plus. Ça, c'est vraiment comment on regarde habituellement. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est arabe ou qui est une autre langue qui lit de droite à gauche, mais le patron, normalement, devrait être inversé. Développé pour le mobile en premier lieu. Vous allez entendre ça ici, mobile first. Nous, quand on va faire du bootstrap, c'est par défaut fait comme ça. Sur le mobile, nos différents éléments vont s'empiler. Sur des écrans plus larges, mais on va le séparer, on va utiliser des colonnes. Développé pour le mobile, c'est plus simple. Après ça, on rajoute des fonctionnalités pour les autres utilisateurs. Privilégier les pages plus longues aux clics nombreux, pas trop longues. Vous avez sûrement vu que une petite mode peut-être depuis 3-4 ans, peut-être un petit peu plus, que c'est des longues pages. Je pense que le site de Ganon est fait de même d'ailleurs. C'est je vais chercher. Je vais chercher technique de l'informatique. Ici, je suis sur la page de l'informatique. On voit que ma barre de défilement à droite, elle est très. Ma page est longue. Je ne sais pas si c'est une mode qui va rester ou pas. À un certain moment, comme du moins quand je travaillais chez Desjardins, on s'assurait que tout le contenu principal soit affiché dans l'écran, dans un seul écran. C'est comme si l'utilisateur n'était pas capable de faire du défilement. Utiliser la barre de défilement. Ici. Maintenant, on descend vraiment, on fait des longues pages. On n'a pas de problème avec le défilement. Il faut s'assurer qu'elle ne soit pas trop longue. Si vous avez le désavantage d'avoir plein de clics, comme c'était avant, c'est que l'utilisateur peut se perdre un petit peu dans les clics. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive des fois quand je suis sur Wikipédia, je clique sur quelque chose, je clique sur quelque chose, je clique sur quelque chose. Puis au final, je n'ai pas lu le premier article sur lequel j'étais au début. Là, ici, on voit que c'est marqué pas trop long. Pas trop long, c'est quoi pas trop long? Est-ce que c'est 150 lignes de texte? C'est vraiment, ça dépend du contexte, ça dépend de votre entreprise aussi. Souvent, on va faire, je vais revenir à ce qu'on avait initialement ici. Souvent, on va faire ici la recherche pour voir dans notre contexte, qu'est-ce qui est. Je reviens. Oups. C'est tout pour l'expérience utilisateur. Comme je vous dis, il n'y a pas de
il n'y a pas d'examen dans le cours. C'est des informations plus pertinentes pour vous, pour le futur. C'est vraiment un survol parce que vous avez vu qu'il y a différents aspects qui sont beaucoup plus vastes que ce que j'ai dit. Bonne journée.